Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 15 heures, l'heure de votre édition d'information. Au sommaire cette édition. Le président de la République au cœur de la diplomatie, la gouvernance ainsi que les investissements à l'Union africaine. Également à la une de cette édition Djibouti en fait pour un héritage vivant, une journée dédiée aux artistes et à la langue maternelle. Et en nouvel ordre du pays, la loi foncière israélienne au cœur des critiques internationales. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. C'est un plaisir de vous informer. Le président de la République, son Excellence Benoît Ghalichi, président en exercice de l'IGAD, a pris hier matin au siège de l'Union africaine à Addis Abeba à la 35e session ordinaire du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation des pairs, dit MAEP. Cette rencontre de haut niveau a réuni plusieurs dirigeants africains autour d'objectifs communs, renforcer la gouvernance, promouvoir la bonne pratique du continent. Ainsi, les travaux ont principalement porté sur l'examen des rapports d'évaluation et les pairs, également qui est un outil clé du MAEP permettant ainsi de mesurer les progrès réalisés par les États membres en matière de gouvernance politique, économique et sociale. Les participants ont également étudié les rapports d'étape avec la mise en œuvre des programmes d'action nationaux qui traduisent ainsi les engagements pris par chaque pays pour améliorer les institutions et répondre ainsi aux recommandations issues des évaluations. À cette occasion, la République Djibouti a présenté les avancées enregistrées dans le renforcement de l'État de droit et de l'architecture institutionnelle, notamment la consolidation des prérogatives et des organes constitutionnels et indépendants, tels que le Conseil institutionnel, le médiature de la République Djibouti de droits de l'homme, ainsi que la Commission nationale indépendante et de prévention de lutte contre la corruption. Il convient de rappeler que le mécanisme africain d'évaluation des pairs a été créé en 2003 par le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD. Restons à Addis Abeba au cours de ce 35e session ordinaire du Forum des chefs des pairs de gouvernement et du mécanisme africain d'évaluation s'est tenu à l'Union un moment fort, celle de passation du président de l'Algérie à l'Ouganda. Ainsi, après avoir assuré la présidence du Forum, l'Algérie a transmis le témoin à l'Ouganda sous son successeur à la tête de cette instance panafricaine. Cette transition illustre ainsi la continuité et la vitalité du MAEP fondée sur une gouvernance partagée et un engagement collectif des États membres en faveur de la transparence, de l'amélioration des pratiques politiques, économiques et sociales sur le continent. La cérémonie de passation a symbolisé non seulement le changement de leadership, mais également la volonté des pays africains de renforcer une coopération, de consolider les acquis du mécanisme. Cette alternance témoigne également de la maturité institutionnelle du MAEP, de l'importance accordée aux dirigeants africains, à ce que ce processus unique conçu pour promouvoir la bonne gouvernance et soutenir ainsi le développement durable sur le continent africain. Lors des discours officiels, écoutons à présent à l'issue de ce 35e session, Mohamed Ali Youssouf, le président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 35e forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP revêt une importance toute particulière. Il se tient alors que la deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 amorce ses premiers pas de cheminement. En effet, la réforme institutionnelle de l'Union africaine a positionné le MAEP comme un pilier central de l'écosystème africain de la gouvernance. Le contexte géopolitique international nous invite à bâtir une Afrique forte, capable à la fois de résilience et de se construire une identité reconnue et respectée. À ce titre, la paix et la stabilité restent des prérequis indispensables. Et c'est évidemment la bonne gouvernance qui est le gage de cette paix et du développement. Aucune transformation économique n'est possible en dehors des canons d'équité, de responsabilité et de redevabilité.
éléments centraux et constitutifs de la bonne gouvernance. C'est à ce travail que s'est attelé le MAEP, et les résultats sont visibles à travers l'éloquent bilan dont l'examen est inscrit à l'ordre du jour de cette session. C'est pour moi l'occasion de féliciter Madame l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose-IV, directrice générale du secrétariat continental du MAEP, pour le travail qu'elle a accompli. Elle a su impulser une dynamique nouvelle à cet important organe de l'Union africaine. Je voudrais humblement relayer l'appel qu'elle a adressé à cette auguste assemblée et formuler 2 recommandations à ce stade. La première est qu'il est urgent de doter ce mécanisme en ressources financières et humaines conséquentes pour lui permettre de s'acquitter des missions qui lui sont confiées. On ne peut pas toujours s'appuyer sur le partenaire pour pouvoir financer nos programmes de développement. Il faut pouvoir franchir cette étape et définitivement tourner cette page de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La deuxième recommandation que je voudrais faire est un appel aux pays déjà évalués d'accorder une attention toute particulière à la mise en œuvre des recommandations issues de leur revue. C'était donc le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, à la tribune de ce forum. Écoutons à présent devant ses pairs le président de la République Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui prend la parole pour mettre en avant les réformes engagées à Djibouti, qui réaffirme également l'engagement de son pays en faveur de la bonne gouvernance sur le continent. Bismillahirrahmanirrahim. C'est avec joie que je prends la parole à cette 35e session ordinaire du MAEP. Cette rencontre témoigne de notre volonté collective de poursuivre l'édification d'une gouvernance africaine efficiente avec constance, détermination et responsabilité. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier le gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ont bénéficié nos différentes délégations depuis notre arrivée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous les points saillants des résultats de la mise en œuvre du Programme national d'action au processus du MAEP, et cela dans les 4 domaines de gouvernance. Tout d'abord, en ce qui concerne les normes et codes, la République de Djibouti est signataire de nombreux accords au niveau régional, continental, international, parmi lesquels l'accord de la ZLECAf, ratifié par mon pays en 2022, et visant à promouvoir l'intégration régionale et les échanges entre les pays de notre continent. Les acquis de mon pays en termes de démocratie et de gouvernance politique sont probants, particulièrement en matière de respect des droits humains et de consolidation de l'état de droit. En effet, le Parlement djiboutien exerce pleinement ses prérogatives vis-à-vis de l'exécutif ainsi que dans le contrôle de l'action gouvernementale et l'élaboration des projets de loi. De même, le pouvoir judiciaire s'exerce d'une manière libre et indépendante. Ainsi, dans le cadre du renforcement des dispositions constitutionnelles, des avancées significatives sont réalisées à travers notamment la consolidation de la démocratie et de la lutte contre la corruption ont été fortement renforcées. Djibouti a en outre développé et mis en œuvre des politiques et des stratégies permettant une plus grande inclusion des personnes vulnérables, telles les femmes, les filles et les personnes à besoins spéciaux. C'est dans cette optique que Djibouti a inscrit l'interdiction des mutilations génitales féminines dans sa constitution le 9 novembre 2025. Enfin, le processus de décentralisation lancé
il y a quelques années, affiche des résultats encourageants avec davantage d'autonomie aux régions en matière de ressources humaines et financières. Ce processus est accompagné par la mise en place d'infrastructures stratégiques, notamment portuaires et routières. Également, lors de ce forum, le président de la République, son Excellence Ismaël Margulies, a partagé l'expérience de son pays en matière de bonne gouvernance et dans le cadre du renforcement des institutions. On les réécoute. Concernant la gouvernance économique et financière, là aussi, les progrès sont conséquents et doivent être consolidés pour aller vers une plus grande responsabilisation, transparence et redevabilité dans la gestion des deniers publics avec le renforcement des organes de contrôle et de lutte contre la corruption. Dans cette optique de transparence et conformément aux recommandations du PNA, du MAEP, l'Institut national de la statistique de Djibouti a été créé en vue de la production des données ponctuelles, fiables et de qualité. Quant à la gouvernance d'entreprise, nos efforts se poursuivent conformément à la vision 2035 de Djibouti et de l'ANJA 2063 de l'Union africaine, qui mettent l'accent sur le développement du secteur privé, véritable moteur de richesse et d'emploi. C'est dans cet esprit que de nombreuses réformes ont été menées afin de rendre le climat des affaires plus attractifs aux investisseurs à l'échelle nationale, régionale et internationale par la mise en place d'un guichet unique, ainsi que la modernisation du cadre réglementaire et des procédures. Enfin, s'agissant de l'axe développement socio-économique et durable, nous notons avec satisfaction des progrès majeurs, notamment dans la valorisation du capital humain, la protection sociale, la promotion d'une croissance inclusive et durable tournée vers la réduction de la pauvreté et des inégalités, et cela en vue de générer une société juste, cohésive et durable. À cet égard, l'accès aux services sociaux de base a été considérablement renforcé. De même, Djibouti demeure fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique qui s'illustre par la transition réussie dans le domaine des énergies renouvelables, notamment à travers l'interconnexion à l'énergie hydraulique en provenance de l'Éthiopie, à laquelle s'ajoutent les énergies éoliennes et solaires, car plus que jamais, la protection de l'environnement et le développement durable constituent des piliers critiques pour toute action tournée vers le développement socio-économique. Madame la Présidente, dans ce rapport de restitution des résultats de la mise en œuvre du PNA que Djibouti présente aujourd'hui, certaines questions de nature stratégique ont été identifiées et rajoutées afin de les prendre en compte dans l'élaboration du prochain PNA, et cela particulièrement dans les secteurs tels que la jeunesse, le logement et la migration. En outre, Djibouti a procédé à la révision et au renforcement du cadre juridique encadrant l'organisation et le fonctionnement du MAEP au niveau national en vue d'intégrer la 5e dimension du mécanisme relatif à la résilience, l'État face aux chocs et aux catastrophes. Je vous remercie de votre attention. Et à l'issue de sa participation, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, rencontre qui a permis aux deux personnalités d'échanger sur les grandes questions régionales, internationales, mais aussi les défis auxquels fait face la Corne de l'Afrique. Le président et le secrétaire général des Nations Unies ont confirmé l'importance de ce sommet qui va se consacrer
pour les problématiques de l'eau autour du thème assurer la disponibilité durable de l'eau, des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Les dirigeants africains examineront les stratégies communes visant à renforcer l'accès équitable à l'eau potable et à promouvoir ainsi les politiques d'assainissement durable sur le continent. M. Guetter a salué la contribution constante de Djibouti aux opérations de maintien de la paix, son rôle de plateforme diplomatique et sécuritaire dans cette région stratégique. Il a également exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de l'État djiboutien pour l'accueil des réfugiés et des déplacés, soulignant que ce geste de solidarité illustre les valeurs humanistes ainsi défendues par le pays aux idéaux de paix, de multilatéralisme et de coopération internationale, en insistant sur le rôle central de l'ONU à continuer à jouer et à favoriser ainsi la stabilité et le développement dans le monde. Ainsi, le président de la République, à l'issue de sa participation, a rencontré également en Éthiopie une audience à une délégation chinoise de haut niveau, délégation qui a été composée de M. Cheng Xiwanwei, président directeur général du groupe Mi Jiang Smart Energy, et de M. Zhang Yuarong, président directeur général de Yuajin Group. Au cours de cette rencontre, M. Zhang Yuawei a mis en avant le potentiel considérable de Djibouti dans le domaine des énergies renouvelables. Il a également souligné que le pays se dispose de conditions particulièrement favorables pour attirer les investisseurs internationaux, notamment dans les secteurs de l'éolienne et du solaire. Le leader mondial dans la solution énergétique propre, le groupe a exprimé également sa volonté d'explorer les projets ambitieux en partenariat avec l'État djiboutien en cohérence avec les objectifs nationaux de transition énergétique. Ainsi, le président Guelleh s'est également entretenu avec M. Jiwang, avec le président de Yuan Group, qui a annoncé son institution de financer la construction d'un parc industriel à Djibouti, projet qui, une fois réalisé, devrait générer plus de 5000 emplois et lutter contre le chômage. À son tour, donc, l'entrepreneur chinois a par ailleurs souligné sa position dans un discours interview accordé à notre chaîne. Il a également donc partagé sa vision de développer plusieurs parcs et des opportunités d'emploi pour la nation djiboutienne. Cette audience illustrant ainsi le dynamique de coopération et de partenariat stratégique solide entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine au service du développement industriel et de la transition énergétique. Ainsi, les deux parties, nous avons convenu de parcourir des contrats ainsi que des investissements pour l'État djiboutien. Ainsi, le président de la République a pris part hier soir à Addis Abeba au 2e sommet Italie-Afrique, organisé en marge de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Rencontre qui a réuni de nombreux dirigeants africains aux côtés de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Les échanges qui ont porté sur l'état d'avancement des projets inscrits dans le plan Mattei, sur les perspectives d'un partenariat renforcé entre Rome et le continent africain. Les discussions qui ont permis d'évaluer les progrès réalisés et de définir les priorités dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé, le développement et le secteur privé. Les participants ont également rappelé l'importance des relations historiques et stratégiques entre l'Afrique et l'Italie, tout en soulignant la convergence de vues sur les stabilités régionales, notamment à travers l'engagement italien dans la sécurisation des voies maritimes. Ainsi, sur le plan financier, le sommet a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux du plan Mattei doté d'un enveloppe de plus de 5,5 milliards
sur l'importance d'engagements concrets pour renforcer les échanges économiques. La retenue du Forum d'affaires bilatéral a été également l'occasion de favoriser les partenariats mutuellement bénéfiques tout en parlant des secteurs clés comme la géothermie et assurer une sécurité énergétique. Et en ce qui concerne la semaine de la solidarité, durant plus de 10 jours, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a sillonné le pays et le coin les plus reculés de la nation djiboutienne, dans les villes de Tadjoura, au plateau d'Arta, en passant par les terres d'Obok et les plaines du Sud. C'est un document de la rédaction.
Voilà pour cette semaine. Ainsi, Djibouti aujourd'hui, le collectif des femmes connues sous le nom de Himilo ont organisé une soirée vendredi dernier, hier donc, une importante cérémonie de soutien en faveur du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle. Ainsi, cette cérémonie qui s'est tenue dans le cadre prestigieux dans le jardin de Kempinski. Ainsi, cette rencontre d'envergure avait pour objectif de réaffirmer le soutien total et indéfectible des femmes djiboutiennes au candidat à la présidence d'avril 2026. Dans leur intervention, les représentants du collectif Emilo ont salué le leadership du visionnaire du candidat de l'UMP, saluant ainsi ses réalisations majeures en matière de développement national, de consolidation de paix, de stabilité politique, de promotion à l'égalité des genres. Elles ont également mis en exergue la politique publique en matière d'autonomisation, d'accès à l'éducation, de participation politique, à l'amélioration des conditions socio-économiques. Ainsi, les interventions ont également rappelé l'ensemble des activités menées en honneur des femmes. Ainsi, plusieurs discours ont insisté sur la responsabilité historique des femmes dans le processus électoral, comme actrice majeure de la mobilisation citoyenne, de sensibilisation communautaire, de transmission des valeurs de paix, d'unité nationale. Ainsi, cette cérémonie a été ponctuée par des témoignages de femmes leaders, de jeunes militantes, des personnalités engagées, exprimant ainsi leur confiance dans la vision politique au candidat de l'UMP, son Excellence Ismaël Marguerite, des prestations culturelles, artistiques, mais également des histoires relatant ainsi l'aventure passée avec les précédents mandats. Ainsi, les femmes ont intervenu tour à tour pour remercier le leadership de son Excellence Ismaël Marguerite en l'occasion des femmes djiboutiennes. Autre mobilisation, cette fois dans une ferveur patriotique exceptionnelle, la population de la sous-préfecture de Karta a organisé hier aussi une marche de soutien en grande envergure dédiée au candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, son Excellence Ismaël Marguerite, en vue des élections présidentielles d'avril 2026 prochain. Initiative sans précédent, citoyenne d'unité qui a rassemblé des forces vives de toute la localité, à savoir Karta, Leïta, Adogoma et Gabla. Les participants composés d'autorités coutumières, de représentants de jeunes, des associations de femmes leaders communautaires et de cadres de la région ont marché
marcher toutes et tous afin d'exprimer leur reconnaissance envers les réalisations du chef de l'État. Cette marche qui n'est pas seulement un acte politique, mais un témoignage de notre gratitude pour la stabilité et le développement dont bénéficie notre région, a déclaré en substance Aïcha Mohamed Abdellah, une députée de la région. Les slogans portés par la foule ont mis en avant la continuité pour la poursuite des grands chantiers de développement national. Dans un contexte régional complexe, le leadership du président IOG a permis le garant de la paix, de la stabilité, de la reconnaissance des investissements réalisés, des infrastructures dans la région, ont-ils déclaré en substance tour à tour à nos micros. Le rassemblement qui s'est achevé par une ambiance assez festive avec la promesse de mobilisation totale pour garantir une victoire éclatante aux candidats de l'UMP. Éducation cette fois-ci, le tour de Djibouti à Villouf organisé par l'APS, parrainé par le MEMFOB en collaboration avec la garde républicaine, s'est achevé en apothéose samedi. Aujourd'hui, comme l'accoutumé, cette étape finale comportait deux parcours distincts, l'un pour les lycéens et l'autre pour les cyclistes seniors. Les jeunes cyclistes issus des lycées de la capitale et des régions ont parcouru dans un circuit de 12 km dans les rues du centre-ville pour la bonne escorte policière. Il faut également souligner que l'APS a convoyé les meilleurs lycéens de chaque région jusqu'à la capitale pour qu'ils participent à l'étape finale ce samedi 14 février 2026. Arrivé au Palais du Peuple, cette finale a été l'occasion de remettre les récompenses. Cette cérémonie qui s'est terminée en apothéose
la finale de Tour de Djibouti qui s'est achevée sur l'esplanade du Palais du Peuple. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé la cérémonie en présence notamment du commandant de la garde républicaine djiboutienne, Mohamed Jama' Doualé, du directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medel, des officiers supérieurs et des forces armées djiboutiennes, de la police nationale et des forces d'autodéfense du Japon, ainsi que des officiels de l'ambassade de France à Djibouti. Les jeunes éclaireurs ainsi issus des différents établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur ont fait leur entrée. Ainsi a été l'occasion aux différents participants d'être récompensés. Après la levée des drapeaux, l'hymne national, les officiels ont remis ainsi des prix et des cadeaux aux différents lauréats du Tour de Djibouti à vélo. Florent Ferrero est arrivé à la tête du classement général, suivi de Nicolas Moulinier. Abder Khairi Ousmane, la PS a distribué ainsi de nombreux prix aux meilleurs cyclistes, que ce soit sur les pistes ou sur les routes ou sur les montagnes. Globalement, le Tour de vélo à Djibouti sont 9 étapes, dont 3 en VTT. Dans les montagnes, 328 km au total, dont la plus longue a été 55 mètres d'affilée. Ainsi, dans un mot de clôture, le ministre a déclaré que cette compétition a été rude mais appréciable. On l'écoute. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous écrivons une page nouvelle de l'histoire éducative et sportive nationale. Ce tour n'est pas une simple compétition, c'est un symbole. Le symbole d'un pays qui avance, le symbole d'une jeunesse qui se dépasse, le symbole d'une nation qui croit en ses talents, en ses territoires et en son avenir. Pour une première édition, nous avons relevé un défi audacieux, relier l'éducation par le sport, la découverte, l'unité nationale et la valorisation de notre patrimoine culturel et touristique. Des plaines du sud au relief du nord, des routes intérieures aux paysages côtiers. Nos cyclistes ont traversé la diversité, la beauté, le potentiel immense de notre pays. Et à chaque étape, chaque coup de pédale, c'est Djibouti tout entier qui s'est révélé. Un pays d'efforts, de résilience, de fraternité et d'espérance.
je tiens ici à exprimer mes remerciements les plus appuyés à l'APEPS, aux équipes techniques, aux enseignants, aux encadreurs pédagogiques et sportifs dont l'engagement et le professionnalisme ont permis la réussite de cet événement inédit. Je salue avec un profond respect l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine qui a co-organisé avec nous ce premier tour de Djibouti, la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, les gardes-côtes, ainsi que les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces, bien sûr, d'autodéfense japonaises à Djibouti. Par la mobilisation exemplaire, et vraiment, les Djiboutiens vous ont suivi à la télévision, et donc le corps militaire ont assuré la sécurité, la logistique et l'encadrement de cette grande aventure nationale. Leur contribution a été déterminante. Je souhaite adresser une mention spéciale et appuyée aussi aux populations locales, notamment régionales et rurales, qui ont accueilli les Tours de Djibouti avec enthousiasme, générosité et fierté. Partout où les cyclistes sont passés, ils ont trouvé des regards encourageants, des applaudissements sincères, un soutien populaire qui donne tout son sens à ces projets. Mais pas seulement les hommes, mais également des animaux, des chameaux, des chamelles ont également accueilli les cyclistes durant leur parcours. Je remercie également avec force les autorités administratives, les collectivités territoriales, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Enfin, permettez-moi d'exprimer, au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son appui constant, sa vision éclairée, son engagement indéfectible en faveur de la jeunesse, de l'éducation, de la cohésion sociale. Ce tour est aussi le fruit de cette volonté politique forte de placer la jeunesse au cœur du développement national. Participation de la République Djibouti aux deuxième conférence des ministres des Transports, l'OSI, à Istanbul. La République Djibouti a été représentée par Hassan Hamad Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, qui a pris part du 11 au 12 février 2026 à Istanbul à la deuxième conférence des ministres des Transports de l'Organisation de la coopération islamique, placée sous le thème « Renforcer la connectivité et des transports pour approfondir la fraternité entre les États membres de l'OSI ». Ainsi, accompagné d'une délégation de haut niveau, le ministre a réaffirmé l'engagement de la République Djibouti pour le développement des systèmes de transport intégrés, résilients, efficaces et indispensables pour faciliter le commerce, soutenir ainsi la croissance économique et renforcer les liens entre les peuples du monde islamique. Lors de son intervention, Hassan Hamad Ibrahim a mis en avant la position géostratégique de Djibouti, sa passerelle entre l'Afrique et le Moyen-Orient et les grandes routes maritimes, ainsi que les investissements du pays dans les infrastructures portuaires et les plateformes d'infrastructures portuaires et logistiques. La délégation djiboutienne a activement participé aux discussions sur les transports multimodaux, la digitalisation logistique et la mobilisation durable, tout en soutenant les initiatives de coopération institutionnelle et les renforcements des capacités entre les États membres. Ainsi, en marge de la conférence, le ministre a tenu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec son homologue turc Abdelkader Yurayglu, pour explorer les partenariats dans les développements d'infrastructures et des modernisations logistiques. Voici un extrait de son intervention lors de sa participation à ce forum. Si nous voulons renforcer la fraternité entre nos nations,
Nous devons d'abord veiller à ce que notre pays soit relié physiquement et économiquement. L'amélioration de la connectivité des transports est un catalyseur stratégique pour l'expansion du commerce et la diversification économique, la sécurité alimentaire et la résilience des chaînes d'approvisionnement, le développement du tourisme et les échanges culturels, l'emploi de jeunes et la croissance du secteur privé, la stabilité régionale et la prospérité partagée. En investissant dans des corridors de transport intégrés, en harmonisant les normes et les procédures, en numérisant les processus frontaliers et en promouvant des solutions multimodales, nous pouvons réduire considérablement les coûts commerciaux et les temps de trajet entre nos États membres. À cet égard, je tiens à souligner 3 domaines prioritaires: l'intégration des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, l'harmonisation réglementaire et la transformation numérique, la simplification des procédures douanières, la reconnaissance mutuelle de normes, les systèmes de fret numérique et la gestion intelligente des frontières sont essentiels pour tirer pleinement parti des avantages de la connectivité. En financement innovant et durable, nous devons tirer parti des instruments financiers islamiques. L'esprit de l'ECI nous invite à transformer nos valeurs communes en infrastructures communes. Pour conclure, nous saluons vivement la proposition de la République de Turquie visant à soutenir la création d'un centre de transport terrestre de l'ECI en Turquie. Et nous revenons pour cette journée dédiée aux artistes qui s'est tenue au Palais du Peuple ce samedi sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Moumina-Soué. 4e édition de cette journée nationale de l'artiste et de langue maternelle, célébrée conjointement avec le soutien constant de son Excellence le Président de la République, Ismaël Mar Guelleh, en faveur des professionnels de la culture et des arts. Dès l'ouverture de la cérémonie marquée par la lecture du Saint-Coran et l'entendement de l'hymne national, une atmosphère à la fois solennelle et festive a enveloppé l'enceinte du palais. Les couleurs nationales illuminaient la salle, tandis que les sonorités traditionnelles et modernes se répandaient dans une harmonie saisissante. Les intermèdes artistiques magnifiquement orchestrés ont été sublimés par des animations culturelles d'une grande richesse symbolique. Chants patriotiques, poésie inspirée, danse traditionnelle, performance théâtrale ont rythmé l'événement, conférant cette journée à sa dimension vivante et authentique. Les chansons nationales et interprétées avec ferveur ont captivé une assistance conquise, transportée par la force évocatrice de leurs paroles, exaltant ainsi l'unité, l'identité et la fierté nationale. À travers ces expressions artistiques, c'est l'âme même de la nation qui s'est exprimée, rappelant que la culture demeure le socle vivant de notre cohésion collective. À noter, outre la présence de la ministre, le ministre de la Communication, chargé des postes et communications, M. Redouane Abdoulaye Badon, des parlementaires et autres autorités civiles, militaires et religieuses, et plusieurs familles culturelles de la famille de Pence, des cadres du ministère, ainsi que plusieurs centaines de jeunes ont conféré à l'événement une dimension solennelle et profondément rassembleuse. Dans son intervention, le président artistique Ousmane Alié s'est félicité du succès de cette célébration porteuse d'espoir pour les artistes, véritable
porte-flambeau de la culture nationale. Cette journée qui a souligné l'importance de la préservation linguistique ainsi que identitaire et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Il a rendu hommage appuyé à la ministre, saluant ainsi son engagement constant en faveur de l'essor culturel et du bien-être des artistes. À ce propos, écoutons la ministre à cette occasion qui s'est exprimée à la tribune, remerciant les artistes pour leur contribution également pour le patrimoine culturel. La célébration est bien plus qu'un rendez-vous culturel. Elle est un acte de reconnaissance nationale, elle est une déclaration d'attachement à notre identité et une affirmation de notre souveraineté culturelle. Nos langues maternelles, le somali, l'afar et l'arabe, ne sont pas de simples instruments de communication, elles sont des univers de pensée, des réservoirs de mémoire collective, des vecteurs de sagesse et des transmissions intergénérationnelles. Elles portent nos récits, nos proverbes, nos chants, nos codes sociaux et nos valeurs. Les protéger, les enseigner, les écrire, les moderniser, c'est préserver l'âme même de Djibouti. Je rends un hommage appuyé à nos écrivains qui choisissent d'écrire dans nos langues maternelles. En inscrivant nos traditions orales dans l'écriture contemporaine, ils assurent la continuité entre héritage et modernité. Nos poètes, quant à eux, occupent une place centrale dans notre société. À Djibouti, la poésie éclaire les consciences, accompagne les grandes étapes de la vie collective et exprime les aspirations profondes de notre peuple. Dans un monde globalisé et parfois uniformisé, globalement connecté, l'artiste et la langue conjuguées font briller notre singularité et nous gardent localement ancrés et enracinés. Nos chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens et artisans racontent l'amour. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est le 14 février, c'est très symbolique. Nos chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens et artisans racontent l'amour, la bravoure, la solidarité et l'espérance. À travers leurs œuvres, notre culture rayonne bien au-delà de nos frontières. L'artiste est à la fois gardien de la mémoire et éclaireur de l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement agit pour structurer, protéger et professionnaliser les secteurs culturels. Depuis sa création, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a engagé une dynamique forte en faveur de la promotion des langues maternelles, du soutien aux créateurs, de la transmission des savoirs traditionnels, de l'accompagnement des jeunes talents. Sous son leadership, la culture est devenue un pilier stratégique de l'unité nationale, du développement durable et du rayonnement international de Djibouti. Au nom de tous les artistes et acteurs culturels, je lui exprime notre profonde gratitude. Merci Yogé. Et nous terminons en nouvelle hors du pays. Vive critique contre la nouvelle loi foncière en Israël sur fond d'accusations de démolition et de restrictions au permis de conduire. Ainsi, la nouvelle loi foncière adoptée en Israël suscite de larges condamnations à l'international, tandis que les Palestiniens affirment que la politique de dépossession et de restriction des permis de conduire constitue une réalité bien antérieure à ce texte. Selon les habitants des organisations de défense des droits humains, l'obtention d'un permis de conduire dans certaines zones sous contrôle israélien demeure extrêmement difficile. De nombreuses demandes seraient rejetées, laissant aux familles peu d'alternatives légales pour répondre à leurs besoins au logement. Face à cette situation, certaines familles choisissent de construire sans autorisation officielle, de s'exposer ensuite à des ordres de démolition. Dans plusieurs cas de propriétaires qui seraient contraints de procéder eux-mêmes à la destruction de leurs habitations afin d'éviter des amendes supplémentaires ou des frais d'exécution élevés imposés par l'autorité israélienne. Ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous qui nous avez suivis sur Télé Djibouti. Merci de votre confiance renouvelée chaque jour.